Si. sondage. Vas-y, Delphine. Vas-y, c'est parti. Est-ce que vous êtes ici parce que vous êtes membre de l'OICN, de l'Observatoire de l'infobésité, et donc vous êtes forcément fan de notre travail? Est-ce que vous êtes ici parce que vous avez déjà téléchargé nos études et vous êtes aussi fan de notre travail? Vous êtes ici parce que vous avez entendu parler de nous via LinkedIn ou par la presse et vous avez envie de devenir fan? Ou en fait, vous ne savez pas vraiment, vous avez cliqué sur un lien au hasard? Dans tous les cas, vous Attention, êtes les j'envoie. bienvenus, même si vous êtes là par hasard. Alors, on voit ce qui émerge. Et si par hasard, Thomas, bien sûr. Donc Le hasard 50% ne... connaissent nos études. Ouais, formidable. Un quart de nouveaux, on va dire, et un Mhm. quart de membres. Très bien. Alors, on continue pour mieux vous connaître. Alors, est-ce que je ferme le sondage? Hop, je vous en lance un petit nouveau pour savoir qui vous êtes. Démarrez. Alors, est-ce que vous êtes étudiant? Vous n'avez pas encore eu le plaisir de connaître l'infobésité professionnelle? Est-ce que vous êtes indépendant? Vous pouvez librement choisir de vous reconnecter ou non les soirs et week-ends. Est-ce que vous êtes dans une PME? Vous connaissez encore le prénom de tous vos collègues? C'est utile pour s'éviter des emails. Ou vous êtes dans un grand groupe, vous sortez d'une réunion et enchaînez avec la suivante juste après. Alors, Quelles sont les tendances? Est-ce un que tropisme ouais, sur les... sur les grands groupes. majoritairement dans les grandes entreprises, les grandes organisations, est-ce qu'il y a certains étudiants? Pas du tout. Pas d'étudiants. Pas d'étudiants. Très bien. Et on finit Avec la avec une, troisième. avec une dernière petite question pour savoir ce que vous attendez de ce 7 heures ensemble. Est-ce que vous souhaitez... Là, vous pouvez choisir plusieurs choses. Avoir des infos clés du référentiel à la source, c'est-à-dire expliquées par celles et ceux qui l'ont construit. Est-ce que vous avez envie d'y trouver de la motivation pour en parler en interne dans votre organisation? Est-ce que vous voulez comprendre concrètement ce que fait l'Observatoire et puis comment on peut le rejoindre? Est-ce que vous voulez entendre des témoignages? Ou est-ce que vous voulez échanger en direct avec des experts et des expertes du sujet? Vous avez le droit de choisir plusieurs options. Alors, Bonjour. 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 Les infos du référentiel à la source. Bon, ça tombe bien, hein. C'est un peu pour ça qu'on est C'est là, un peu prévu, ça va. effectivement. Et les Donc témoignages c'est inspirants en deux, ça, Salima, j'espère la que pression. ça, c'est pour toi. Et de la motivation, bah, je pense qu'on voilà, on a démarré, hein, ça va être l'idée. Super. Merci pour votre participation. Delphine, je te laisse la main. C'est parti, merci beaucoup. Alors, effectivement, l'objectif de ce temps, ça va être de vous donner les infos clés qui ressortent du référentiel. Et juste avant, vous vous demandez sûrement, voilà, ce qu'est l'OICN. J'avance en même temps. Ceux qui le connaissent déjà savent que voilà, c'est l'observatoire qui étudie les impacts sociaux, organisationnels, environnementaux de la surcharge informationnelle. Ce que les membres apprécient pour voilà, les avoir côtoyés, c'est vraiment l'objectivité. Parfois, on est perdu dans un certain nombre de données, on n'y voit pas clair. L'observatoire est vraiment là pour quantifier, décrypter, anticiper les mutations du travail, analyser des données, avoir des faits qui visent vraiment l'objectivité. Qu'est-ce qu'on fait concrètement au sein de l'observatoire? On produit des documents de référence, le référentiel dont on va parler ce matin, et puis les panoramas de connaissances, notamment grâce aux travaux très précieux de Suzy Cavin, qui est directrice scientifique. On anime des réflexions pluridisciplinaires et puis
l'objectif de l'OICN, c'est vraiment de fédérer des acteurs publics, privés, académiques, institutionnels. La liste est sur la 4e de couverture de ce référentiel. Vous êtes probablement membre et vous faites partie du collège des organisations publiques et privées ou institutionnelles ou experts. C'est vous qui faites l'OICN. Et pour faire une présentation vraiment très courte, on a 2 temps forts tous les mois, les jeudis de l'infobésité. Donc voilà, des rendez-vous pour vraiment mettre en lumière les tendances, avoir des apports avancés sur la feuille de route, et puis un rendez-vous annuel, une journée qui cette année sera le 26 novembre, où tous les membres se retrouvent et on co-construit Comme Pédi, la mais feuille de route. à la même forme. Je Pascal, vous invite. Ouais, Pascal, je vous ai désactivé, pardon. On entendait de l'enthousiasme, c'est effectivement la note de la matinée. Pour aller plus loin, j'ai vu que Marie avait mis un lien, ceux qui souhaitent en savoir encore plus sur le référentiel et sur l'OICN. Justement, en parlant du référentiel, quelques mots sur la manière dont il a été construit. Merci Delphine. Alors, je vous présente un petit peu maintenant les chiffres clés. Donc, ce référentiel, donc, pour la moitié d'entre vous, vous l'aviez probablement déjà téléchargé sur des éditions précédentes. Chaque année, en fait, on publie des indicateurs réels. Donc, ce n'est pas un sondage, hein, ce n'est pas une enquête, c'est des données que nous collectons côté Mailloop. Mailloop, on fait de la mesure de l'infobésité dans plein d'organisations. Et ces données-là, on les anonymise et on les met à disposition de l'Observatoire de l'infobésité pour sortir cette référence, cet outil de ce référentiel annuel. Chaque année, le set de données augmente. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, en fait, c'est des indicateurs clés sur 17 000 salariés en France. Donc, quand on dit indicateur, ça veut dire que ce sont les fameuses traces numériques. Donc, ce n'est pas une estimation de combien je reçois de mails, c'est en fait la mesure réelle, tous les jours, pendant toute l'année, de ce qui se passe dans les boîtes aux lettres, dans nos boîtes mail, de ce qui se passe dans nos agendas, de ce qui se passe dans nos espaces Teams, qui permet de construire ces indicateurs. L'idée est simple, hein, c'est qu'en fait, ça permet déjà d'avoir un peu un point de comparaison réel sur lequel on peut s'appuyer. Pour vous donner une idée un peu de ce qu'il y a dans ce benchmark, dans ce référentiel qui grandit d'année en année. On a 50% d'organisations publiques, 50% de privés, ok, sur les 17 000 personnes. Les organisations, il y a un petit peu toutes les tailles. Ça va de la grosse PME à la grande entreprise ou à la filiale de grande entreprise, 6 000 personnes. Et on a donc, vous le verrez dans les indicateurs, une analyse. Oui, on pourra vous envoyer la présentation, bien sûr. On a une analyse par niveau hiérarchique. Alors pourquoi? Vous allez le voir de toute façon, pour ceux qui connaissent le référentiel. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte vraiment que le principal déterminant des usages numériques dans les organisations, c'était quand même le niveau hiérarchique. Et donc, en fait, pour pouvoir faire une comparaison et un benchmark qui ait du sens, bah, il faut essayer d'être un peu plus précis. Regarder globalement le volume de mails reçus dans toute une organisation, franchement, c'est difficile de faire de l'interprétation de ces données-là. Et en fait, on se rend compte que c'est quand même mieux d'avoir une vision un peu plus précise. Donc, on a normalisé les niveaux hiérarchiques en quelques niveaux simples, des niveaux collaborateurs, le niveau manager, c'est-à-dire je commence à avoir une équipe à gérer, je suis un point de relais, et le niveau dirigeant-dirigeante, là j'ai carrément des décisions stratégiques, plusieurs pôles que je dirige, et on voit que ça va être clairement ce qui va influencer les indicateurs. Et donc pour vous donner une idée du panel, hein, on a donc 78% de collaborateurs, 16% de managers, 6% de dirigeants. Donc ça fait quand même 1000 dirigeants, dirigeantes, hein. Donc c'est plus qu'un échantillon, enfin ça commence à être un échantillon très représentatif des enjeux. Alors allons-y, on a fait ce travail. L'autre chose qui est intéressante, c'est que petit à petit, on structure ces analyses grâce au travail de Marie. En fait, les indicateurs sont les mêmes là d'année en année. On commence à pouvoir faire ce qu'on appelle l'analyse longitudinale, c'est-à-dire pouvoir comparer d'une année sur l'autre à périmètre équivalent l'ensemble des indicateurs. Et donc, c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est-à-dire qu'on passe d'une vision photo à une vision vidéo, c'est-à-dire qu'on a des dynamiques qui commencent à se mettre en place, et c'est ce qu'on voulait aujourd'hui vous partager. Alors, il y a une quarantaine
je crois qu'il y a même une cinquantaine de pages dans le référentiel. Donc évidemment, on ne va pas toutes les balayer, sinon là, je vais vous perdre. On en a sélectionné quelques-unes. Quels sont les messages vraiment clés et les tendances qui sont significatives qu'on voulait vous partager. La première tendance, on parle de surcharge informationnelle. Évidemment, on va parler de quantité de mails. C'est qu'on reçoit toujours plus de mails. Et on est à peu près à plus 16%. Donc ça nous amène nous aujourd'hui, ça nous amène à des dirigeants et dirigeantes qui gèrent 390 mails par semaine, qui en reçoivent 390 par semaine, des managers qui en reçoivent 243 et des collaborateurs qui en reçoivent 115. C'est aussi une augmentation de la quantité de mails qu'on envoie. Hein, il y a toujours une corrélation entre les deux, ça c'est assez intéressant. Plus on reçoit de mails, plus on en envoie et inversement. Et si on se donne quand même quelques petites idées d'ordre de grandeur, ça représente, on parle quasiment juste le temps de traitement de cette information, c'est quasiment 11h30 par semaine pour un dirigeant ou une dirigeante, 7 heures pour un manager, 3 heures pour un collaborateur. Donc c'est vraiment un temps non négligeable, c'est une vraie charge de travail numérique, et on pourra en reparler si ça vous intéresse, qui aujourd'hui est assez peu objectivée et qui est surtout assez peu prise en compte dans les missions de tous et toutes. Je ne sais pas qui dans sa fiche de poste a un nombre de mails à traiter ou un temps estimé de gestion de sa surcharge informationnelle. En fait, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc ça, c'est important aussi à faire connaître. Donc, toujours plus d'emails à traiter et à tous les niveaux dans l'organisation. C'est le premier message de l'année. Deuxième enjeu, c'est que c'est aussi toujours plus de messages sur toujours plus de canaux de communication. Alors, pardon, je mets juste en mute Laurent. Puisqu'on atteint 140 messages envoyés par semaine via le chat. D'accord? Donc le chat qui est un canal de communication synchrone qui peut se retrouver dans tous les outils à peu près. Hein, et on se rend compte qu'on a, en plus d'une quantité de mails à traiter, une quantité de messages synchrones à gérer. D'accord? Donc vous imaginez que ce gâteau de l'infobésité prend petit à petit de plus en plus de place, avec un usage assez différencié du chat, vous l'avez vu. Le chat reste un outil qui prend bien sur les strates collaborateurs et managers, moins sur les strates dirigeantes. Il est présent, mais il est moins présent. Enfin, il est présent, mais il est moins important. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est aussi lié à des usages qu'on projette. Le chat a toujours un enjeu. Nous, on voit deux enjeux derrière. Il y a un enjeu un peu de familiarité. Le chat est toujours dans l'imaginaire collectif perçu comme un moyen informel de contacter des gens. Et donc, on a plus de mal à l'utiliser finalement facilement avec des grands chefs ou des grandes chefs. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est justement une des conséquences de l'infobésité. C'est que ce qu'on entend dans les discussions qu'on peut avoir sur le sujet, c'est que plus on a de mails à traiter, plus notre stratégie de survie va être de se focaliser sur un seul canal d'information. Et finalement, c'est un peu ce qui se passe quand on regarde et qu'on parle de 390 mails à traiter par semaine pour les dirigeants. En fait, pour s'en sortir, on ne va pas aller regarder sur d'autres canaux, en fait. On va avoir une tendance à se focaliser sur un canal pour le traiter et s'en sortir. Donc ça, c'est aussi vraiment important à comprendre, c'est que c'est bien d'avoir plein d'outils, mais si finalement on n'a pas traité l'infobésité à la base, ces outils vont avoir du mal à prendre parce que notre capacité en fait à gérer beaucoup d'informations sur beaucoup de canaux est particulièrement difficile. On pourra en reparler si ce sujet vous intéresse. On a de plus en plus, donc plus de mails, plus de chats et plus de monde dans les boucles, 10% de destinataires en plus. Donc on s'intéresse, nous, à regarder un petit peu, vous savez, quand on envoie un mail, on met un certain nombre de destinataires en copie ou en destinataire principal, et ben il y a toujours plus de gens dans les conversations. Hein, en moyenne, il y a 2,6 ou entre 2,6 et 2,7 destinataires dans les emails qui sont envoyés. Donc finalement, on voit que en plus, la façon de communiquer implique de plus en plus de personnes, ce qui est un des vecteurs de l'infobésité et qui peut s'expliquer de plein de manières, par le fait que les projets sont de plus en plus transverses, de plus en plus complexes, le fait qu'on a besoin d'être aligné, donc on va impliquer plus de personnes, etc., etc. En parallèle de ça, deuxième grand enjeu associé à l'infobésité, on a les enjeux associés à la déconnexion. Et la déconnexion, pour la première année, on voit plutôt une amélioration des statistiques sur la déconnexion. Sur deux aspects, on voit deux choses. D'abord, on va regarder en volume global. Le volume global, c'est ce qui permet de comprendre
En gros, quand est-ce que se produit l'activité de communication entre les personnes? Donc, c'est les statistiques que vous voyez en haut. 14% des mails sont en dehors du 9h-18h pour un collaborateur, 19% pour un manager, 27% pour un dirigeant ou une dirigeante. Donc, c'est vraiment sur le volume de communication envoyé, ça vous donne la part en fait qui se produit en dehors du 9h-18h. Ça reste un sujet interne. Ça, c'est un peu une constante. Hein, on dit toujours que c'est à cause des clients, pour les clients, etc. Non, en fait, c'est essentiellement pour des échanges en interne. Donc, on s'auto-reconnecte entre collègues. Mais derrière la volumétrie, hein, qui donne un petit peu où se situe l'activité de communication synchrone, se cache aussi un sujet qui est plutôt la fréquence à laquelle ça se reproduit. Et là, on a aussi une amélioration, donc qui est plutôt un signal positif, mais la valeur reste inquiétante. 46% des week-ends, aujourd'hui, d'un dirigeant ou d'une dirigeante sont reconnectés. Et 31% de ces soirées. Ça veut dire que 3 soirées sur 10, il ou elle envoie un email après 20 heures. Pour un manager, c'est un week-end sur 5, et c'est 13% de ses soirées. Et pour un collaborateur, c'est un week-end sur 10, et c'est 4% de ses soirées. Okay. Donc une amélioration du volume de soirées connectées qu'on peut quand même souligner, mais un total qui reste quand même à un niveau élevé quand on sait que le droit à la déconnexion existe depuis maintenant 2017, hein, donc ça va faire 8 ans bientôt. Donc ça pose quand même toujours question. Et Oui, vas-y Marie. moi, je dis juste aussi qu'il y a peut-être un léger biais, hein, puisque les indicateurs s'améliorent, mais on rappelle quand même que les datas viennent des clients Mailloop, donc c'est quand même des organisations qui ont accepté de regarder le sujet de la déconnexion en face. Oui. Donc ça, c'est vrai qu'après, il y a un lien de causalité à étudier. C'est vrai que ça peut fausser un tout petit peu l'échantillon, puisque vous avez là, à chaque fois, des datas d'organisations qui ont décidé de se saisir du sujet. Hein. Donc on fait une mesure méthodique, scientifique de l'infobésité, mais chez des patients, on va dire, si on prend la métaphore médicale, qui ont choisi d'aller chez le médecin. Donc ça peut effectivement des fois aussi expliquer certaines tendances. Mais c'est quand même globalement intéressant. La déconnexion, nous, on aime bien la regarder à plusieurs niveaux, vous avez vu. Les soirs, c'est une chose, les week-ends, c'en est une autre, et une troisième maille qui est quand même les repos annuels. Et on s'intéresse en fait au temps sans envoyer de mail dans l'année. Donc pareil, on voit une légère amélioration, mais même commentaire que précédemment, la notion de congé numérique, en fait, est assez virtuelle, n'existe presque plus. Ne plus envoyer de mail, c'est rare. Hein. Pour 86% des dirigeants, dirigeantes, c'est même pas 2 semaines dans l'année où on n'envoie pas de mail. Ça traduit quoi en fait? Ça traduit que en fait on ne peut pas déconnecter si longtemps et que c'est une stratégie pour moins stresser en fait. C'est-à-dire qu'on part en congé et on va essayer de rattraper régulièrement à la volée, une fois par semaine, je pense que ça va vous parler, ou en tant que manager, sa boîte mail pour éviter la fameuse pile de 2500 mails au retour de congé, qui est un gros vecteur de stress, quoi. Donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose à promouvoir, cette notion de congé numérique, d'essayer de pousser un petit peu pour prendre conscience à quel point, en fait, on a vraiment une reconnexion assez continue à nos différents outils de communication. Tout ça, faut savoir, c'est quand même la borne, c'est la partie visible de l'iceberg. On parle, nous, on choisit de vraiment d'étudier la notion de mail envoyé. Donc dites-vous bien que combien de mails, en fait, combien de fois on consulte son smartphone en lisant des mails mais sans y répondre, bah c'est probablement encore plus. Combien de fois on ouvre son ordinateur, on balaye un petit peu les différents canaux sur Teams, mais on ne participe pas. Donc vous voyez que c'est une borne inférieure de la réalité du travail en dehors des horaires et de la reconnexion. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on creuse sur les indicateurs, il n'y a pas de souci. Troisième grand sujet, donc une charge de travail numérique qui augmente, une déconnexion qui s'améliore, et un sujet qui émerge vraiment de plus en plus, c'est la notion de la réunionnite, qui devient un peu hors de contrôle, avec une quantité d'invitations générées par semaine qui est assez colossale, qui a dépassé les 36 heures pour les dirigeants et dirigeantes, les 22 heures pour les managers et les 10 heures pour les collaborateurs et collaboratrices. Alors pourquoi on regarde les invitations? Donc, dans l'analyse des réunions, il y a plein d'hypothèses à faire. Hein. Donc on ne compte pas évidemment les réunions où il y a une seule personne. Vous vous en doutez, parce qu'une réunion où il y a une personne, c'est souvent une façon de se bloquer un créneau dans l'agenda pour soi ou pour faire autre chose. C'est bien les réunions où il y a plusieurs personnes. C'est intéressant de regarder les réunions parce que peu importe la réponse qu'on y fait,
ça vous donne quand même une idée de ce que vous recevez, de ce qu'on reçoit quand même chaque semaine comme proposition et comme demande de temps. Hein. Et c'est bien là-dessus que c'est intéressant de travailler et de jouer. C'est-à-dire que finalement, une organisation qui génère toutes ces demandes-là, bah, ça mérite de se poser la question de savoir est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est efficient et est-ce que ça nous laisse suffisamment de temps. Si vous doublez ça, je vous rappelle qu'on avait 11 heures de mail pour les dirigeants-dirigeantes et 6 heures de mémoire pour les managers, bah, on est à 47 heures de temps consommé avant même d'avoir fait autre chose que de traiter des mails et des réunions par semaine, 47 heures par semaine. Vous voyez qu'il y a un moment un truc qui ne marche pas. Donc aujourd'hui, c'est important encore une fois, ce travail d'objectivation, parce qu'il permet de re-questionner légitimement l'organisation du travail et la gestion du temps à tous les niveaux en fait de l'organisation. Qu'est-ce qui se passe quand on est noyé de réunions? Ben, on voit émerger en fait des comportements problématiques qui alimentent le problème. Le premier, c'est que on commence à avoir, vous vous en doutez bien, alors bien sûr pas aujourd'hui, on fait toujours la blague, pas pendant cette réunion. Quand on a trop de réunions, trop de mails, on finit en fait par croiser les deux tâches et commencer à traiter ces emails en réunion. Syndrome qu'on voit apparaître et qui ne fait que s'aggraver. Vous avez vu, on a plus 25% de parts de mails qui sont envoyées pendant les réunions auxquelles on participe. Et c'est légitime. C'est-à-dire, chacun à un moment trouve une solution pour s'en sortir face à ce travail prescrit, mais pour lequel on n'a pas de temps prévu dans nos agendas. Donc, on le comprend, mais le chiffré permet aussi de s'accorder sur le fait que c'est quand même assez peu satisfaisant. De se dire qu'un mail sur 3 qui part d'un chef ou d'une chef, en fait, il est déjà en réunion, en train de vous le rédiger. C'est ni satisfaisant pour celui ou celle qui anime la réunion, ni satisfaisant pour celui ou celle qui va recevoir le mail, puisque la qualité d'attention ne sera pas la même. Deuxième symptôme qui émerge, finalement, devant cette profusion de réunions, on se positionne de moins en moins. 38% des réunions, en fait, restent sans réponse, des invitations aux réunions. Je pense que vous l'avez vécu, vous êtes noyé d'invitations, vous ne savez plus à laquelle dire oui, et finalement, on va attendre le dernier moment pour choisir celle qui va nous paraître être la plus optimale. Et c'est un syndrome qui émerge et qui est assez amusant, c'est le FOBO, le Fear of Better Option. C'est qu'on est dans l'attente perpétuelle d'une option plus pertinente. Et ça a tendance à alimenter le retard à l'allumage. C'est-à-dire, plus on va dans ce sens-là, plus on se décide tardivement. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est des logiques d'aggravation, en fait, de cercle vicieux. Donc plus c'est tard, plus je me positionne tard, plus l'organisation est difficile, moins la réunion est bonne, plus on doit faire de réunions. En fait, voilà, on se retrouve réellement dans un cercle vicieux qui ne tire pas la qualité des réunions vers le haut. Donc, devant cette profusion d'offres, on ne répond plus, on ne refuse pas, et finalement, on cannibalise les agendas avec des volumes colossaux d'invitations pour un certain nombre, en fait, qui ne pourront pas se tenir, parce que quand on a quasiment une personne sur deux, on ne sait pas si elle est là et que la réunion démarre, je pense que ça vous est déjà arrivé, des fois, ceux qui viennent pas sont ceux dont on avait besoin, et donc, en fait, la réunion, on la décale, on la reporte. Donc, en fait, on fait émerger, par nos petites stratégies de survie individuelle, des problèmes quand même dans l'efficacité collective qu'il est intéressant de mettre sur la table. Alors, à côté de ça, on a quand même, quatrième tendance, développer la notion de travail collaboratif. C'est-à-dire pour sortir de cette logique de conversation point à point et d'utiliser le mail comme un outil de travail collaboratif qui n'est pas très efficient pour ça, on a déployé maintenant depuis plusieurs années, alors avec une nette accélération au moment du Covid, donc 2020, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans, 5 ans, les outils de type collaboratif que sont Slack, Teams, Jamespot, Jalio, il y a plein d'outils différents qui permettent de le faire. Et nous, on regarde un petit peu, alors on a là fait un focus sur un outil, c'est de comprendre un petit peu comment sont utilisés ces espaces collaboratifs. Ce qu'on y voit, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des organisations, c'est encore en fait des espaces où les gens sont spectateurs. Donc on ne fait pas vraiment du travail collaboratif. Les fameux groupes Teams, pour ceux qui ont Teams, en fait on y est, on va regarder les notifs de temps en temps. Au mieux, on fait des petits pouces, des petits likes, des petites réactions, mais finalement très peu de gens participent, communiquent et utilisent les canaux pour faire avancer les projets. On n'a pas réussi à faire cette bascule collaborative. Donc c'est 1%. Si on se dit que finalement ça devient demain l'outil de la collaboration d'équipe, d'ailleurs ça porte son nom, c'est pas pour rien que ça s'appelle Teams, c'est quand même assez inquiétant de se rendre compte que
il y a moins de 1% des salariés qui sont actifs toutes les semaines sur cette plateforme. Donc, parce que on est actif toutes les semaines sur notre boîte. Enfin, vous l'avez vu en fait, hein, ça, il n'y a pas de souci. C'est un outil qui est devenu, fait partie de l'activité. Et ben en fait, si on fait le parallèle, on passe de 99% à 1% de gens actifs sur ces plateformes. Donc on se pose des questions sur les modes de travail collaboratif. Pour nous, quand on regarde ces chiffres-là à l'échelle de l'Observatoire, on se dit que on est encore au tout début de cette transformation. Elle n'a pas encore pris. Il y a probablement, vous l'avez vu, un biais, c'est qu'on accompagne des organisations de plus de 300 personnes. Or, ces outils collaboratifs, si on rembobine l'histoire, hein, ils ont apparu. Le premier, je crois qu'un des premiers, c'était Slack. Donc, c'était des outils qui ciblaient plutôt les startups, les PME, les petites structures qui sont plus agiles dans le fait de dire on va utiliser tel outil et puis on va fonctionner comme ça et de l'imposer. Et bien finalement, on se rend compte que c'était inspirant peut-être, mais on n'a pas réussi à adopter, à copier ces modes de travail aujourd'hui réellement dans ces grandes organisations. Donc on est encore hyper loin d'un vrai travail collaboratif qui normalement, enfin rappelons-le, hein, la logique du travail collaboratif, d'avoir des canaux, etc., c'est de se faire gagner et de se faire économiser un paquet de mails hein, quand même, normalement. Et c'est même pour ça qu'en général, les équipes informatiques achètent des licences, c'est l'argumentaire. Vous avez vu le décalage aujourd'hui, peu d'utilisation et une augmentation toujours continue du volume de mails. Donc on peut se dire qu'il y a encore un bout de chemin devant nous. Enfin, cinquième élément clé qu'on voulait vous partager, bah, la boîte aux lettres reste hein, la mémoire des organisations et même notre mémoire individuelle. Donc malgré tous les cleaning days, les ambitions environnementales de nettoyage, de stockage de moins de données, etc., bah, on continue quand même à stocker beaucoup, beaucoup d'informations. Et nos boîtes mail continuent de prendre de la place, de plus en plus de place. Hein. Vous avez vu finalement dans les archives et tout ce qu'on stocke en ligne, 13 000 mails en moyenne pour un collaborateur, 26 000 mails pour un manager, 44 000 mails pour un dirigeant ou une dirigeante. Ça pose plein de questions. Alors, on pourra en parler hein, d'un point de vue environnemental, c'est pas vraiment un sujet parce qu'en fait, c'est une toute petite partie des usages qui sont eux-mêmes une toute petite partie de l'impact environnemental du numérique. Ceci étant, ça pose quand même plein de questions d'avoir autant de données qui dorment dans nos boîtes aux lettres, des questions de RGPD. Hein, finalement, on garde plein de choses pendant des années et bah, je pense qu'il y a pas mal de juristes qui s'arrachent les cheveux en se disant est-ce que c'est une si bonne chose que ça? Ça pose des questions pour l'IA, parce qu'on est en train de déployer de l'IA et une bonne IA, c'est une IA qui s'entraîne sur des données qui sont de bon niveau, qui sont à jour. Or, si on a autant de documents, de mails, etc., vieux, finalement, bah, est-ce que les préconisations qui vont en émerger seront bonnes? Donc, vous voyez, derrière cette idée de sobriété dans la donnée, il y a quand même plein d'effets connexes qui sont intéressants. Et donc, cette tendance haussière bah, questionne toujours. On n'a pas réussi à inverser la machine. C'est encore un stock un peu infini d'informations qu'on essaie de conserver dans nos différentes boîtes aux lettres. Voilà ce qu'on voulait vous partager. Alors peut-être avant de passer la parole à Salima, est-ce que déjà sur ces chiffres-là, est-ce que Il y a vous des avez des réactions? questions, des réactions, ouais? Alors Mathieu, les humains deviennent des machines. Bah, oui, on est d'accord que quand même à un moment, quand on doit traiter 390 mails par semaine plus 140 messages de chat, on parle quand même d'une interruption toutes les quelques minutes en continu, quoi. Donc effectivement, il y a un enjeu assez impressionnant de mécanisation, on va dire, du travail de cadre. Là où parallèlement, la tendance est à rechercher du sens dans son travail, optimiser la gestion de son temps, on voit que finalement, dans les chiffres que tu mets en avant, Arthur, les comportements ne sont pas tout à fait alignés. Beaucoup de temps perdu en réunion, une charge mail encore plus grande, Alors, une faible. surprise ouais, Ah, sur le Nathalie. Teams. Alors, Nathalie, vous travaillez dans quelle équipe? Dans quelle direction? Mhm. Ça m'intéresse. Parce qu'il peut y avoir des biais. En fait, nous, on le voit, en fait, il y a un peu des effets de bulle. Teams, c'est un peu, enfin Teams d'ailleurs, enfin, peu importe l'outil, les outils collaboratifs, c'est un peu tout ou rien. Soit votre direction, elle a migré en mode collaboratif et en général, ça va devenir un outil primordial de travail. Soit ça prend pas et à ce moment-là, ça tombe en désuétude. Mais il n'y a pas de juste milieu. Parce qu'en fait, sinon, qu'est-ce qui se passe? On commence à doublonner l'information. Donc, si on commence à mettre de l'information d'un côté,
et de l'autre, ça pose assez rapidement problème. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on le voit, c'est bien. Quand on fait de l'analyse plus détaillée, on va analyser les usages par direction. Et on voit, je suis dans la direction IT, voilà. Et voilà, en fait, on voit qu'il y a deux directions qui sont à des taux d'usage plutôt de 60, 70, 80%. C'est l'équipe IT qui a piloté le déploiement des outils et qui les achète. Donc, en fait, il y a un biais. Et peut y avoir aussi les équipes innovation, en gros, quelques équipes corporate hein, dans les grands groupes qui s'en saisissent. Mais derrière, vous allez voir sur le terrain, sur des métiers industriels, opérationnels, etc. Il y a non seulement un faible usage, mais nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a même paradoxalement un rejet, quoi. C'est-à-dire que c'est des outils complexes et finalement, les gens n'ont pas l'appétence aujourd'hui pour aller vers des modes collaboratifs. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire qu'on a raté un peu quelque chose dans cette transformation. Et, Oui. et même, enfin, nous, ce qu'on voit aussi chez des clients qu'on accompagne côté Mailloop, c'est que finalement, la partie équipe Teams, où là, les chiffres sont faibles parce qu'ils montrent à Arthur, en fait, il y a un rejet, effectivement, et on utilise plutôt le chat comme, comme outil de partage d'informations, de conversation d'équipe. En fait, les gens créent une conversation d'équipe, de chat, en fait, avec toute l'équipe dedans, où ils mettent carrément des fichiers, etc., ce qui est plus difficile à retrouver et ont complètement abandonné la partie équipe avec des canaux par sujet, etc. C'est ce qui explique aussi la faible utilisation, en fait. Alors, Suzy, Oui, peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Marie et recontextualiser tout ça dans son ensemble. Comme vous l'avez remarqué, le nombre de mails reçus augmente et le nombre de chats augmente aussi. Alors, c'est très bien, le chat, ça permet de débarrasser nos boîtes mail de justement tous ces échanges informels, simples et rapides. Donc, ça nous permet une gestion un petit peu plus claire de notre boîte aux lettres. Mais du coup, le nombre de chats vient augmenter l'infobésité numérique et elle peut la démultiplier aussi parce que, comme le disait Arthur, à la surcharge d'informations s'ajoute la surcharge de canaux de communication par lesquels l'information transite. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit une baisse des usages réguliers sur tous les outils collaboratifs. Ça concerne Teams, mais ça concerne aussi les drives. Tout ça cache peut-être une stratégie pour éviter l'éparpillement de l'information et au lieu de transvaser une partie des mails sur les outils collaboratifs, finalement, la profusion de canaux de communication et de canaux de collaboration, Teams, chat, WhatsApp, les drives, tout ça nous incite à nous recentrer sur notre boîte mail pour éviter que ça s'éparpille. Et c'est aussi à mettre en lien avec la boîte mail comme système d'archivage. Ça nous permet finalement de tout centraliser sur une seule plateforme, ce qui évite d'éparpiller et l'information et les documents. Voilà. Donc, des fois, il y a des stratégies comme ça, enfin des choses qui paraissent étonnantes et qui peuvent s'inscrire dans des stratégies tout à fait rationnelles de gestion de l'information qui ne vont pas dans le sens du travail collaboratif qu'on aurait souhaité. alors Merci je vois, beaucoup, Suzy, pour ouais, cet éclairage. Ouais. Anélie, il n'y a pas que Teams. Ah oui, hein, justement, on va justement prendre de la hauteur sur les outils. En fait, c'est pas un sujet d'outils, hein, on pourra en parler, quel que soit l'outil collaboratif. Et là, moi, c'est plus le sujet aussi de la notion de fracture numérique qui est intéressant à creuser. C'est qu'en fait, tous les nouveaux outils collaboratifs sont quand même assez complexes cognitivement à utiliser, hein. Et je pense que ça, on l'a beaucoup sous-estimé. Et le mail, là, on aime bien taper sur l'email, hein, parce qu'il nous fait tous souffrir. Mais moi, j'aime bien rappeler qu'il y a quand même quelque chose de merveilleux, c'est que c'est un des outils les plus inclusifs du monde. C'est-à-dire que tout le monde sait l'utiliser par défaut. Et c'est bien de taper dessus, mais c'est quand même fort des outils qui sont globalement utilisés par tout le monde sans nécessité de formation. Et donc, ces outils assez complexes avec des possibilités folles, parce que toutes ces plateformes collaboratives ont plein de fonctionnalités. En fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on en maîtrise quelques pourcents et surtout, il y a un sujet que nous, on voit plus qualitativement, c'est qu'on a beaucoup de mal à oser dire qu'on ne les maîtrise pas. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et à tout niveau de l'organisation. Je pense que la strate sur laquelle il y a le plus de gens qui ne les maîtrisent pas, c'est probablement la strate des dirigeants et dirigeantes. Mais elle ne le dit jamais. Et donc, en fait, quand on rembobine l'histoire, on comprend, en fait. Ils sont, et on vous avez vu dans les statistiques, hein, plutôt focalisés sur le mail, parce que le mail, c'est l'alpha et l'oméga de leur to-do list. Peu de temps pour aller sur les plateformes collaboratives. Et pour tous celles et ceux qui sont ici, qui ont fait de la conduite du changement, est-ce qu'on peut déployer un outil si en fait le top management ne bascule pas dessus? Non. Donc en fait, on comprend assez rapidement que tant qu'on n'a pas réduit la charge informationnelle pour libérer un peu de temps de cerveau, un peu de capacité cognitive à faire autre chose que du mail, on pourra avoir tous les outils du monde qu'on n'arrivera pas en fait à
les déployer. Alors bien sûr, c'est des choses génériques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas intéressants à l'échelle d'une direction. Nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est on peut décider à l'échelle d'une équipe de faire les choses différemment. Là, je parle vraiment à l'échelle d'une grande organisation, quoi. Est-ce qu'on a des données concernant la part de contact écrit et oral? Alors non. Alors Anne, euh, en fait, nous on parle un peu de prise de sang, c'est-à-dire que on a accès à un certain nombre d'indicateurs par les traces numériques qui sont laissées. Bien sûr qu'on aimerait, il y a plein d'autres choses qui seraient intéressantes à mesurer, mais auxquelles on n'a pas accès. Donc tout ce qui va être lié aux échanges oraux, non, on ne le mesure pas. Pareil, on pourrait faire plein d'analyses sur ce qui se passe en réunion en analysant les caméras, machin, enfin, c'est un peu sans fin. La limite aujourd'hui qu'on a dans nos analyses, c'est ce côté trace numérique, donc mail, réunion, usage des outils collaboratifs de différents types. Oui, Suzy. Oui, je me permets d'intervenir encore, excusez-moi. Juste pour dire qu'une des erreurs fondamentales, ce serait d'amalgamer l'infobésité avec les mails. L'infobésité, c'est la surcharge d'informations par rapport au temps qui nous est imparti pour la traiter et par rapport à nos limites cognitives. Donc, ça peut concerner les mails, ça peut concerner les chats, ça peut concerner Teams, mais ça concerne surtout les réunions. Donc, justement, les échanges oraux, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. Vous avez vu l'augmentation du temps passé en réunion, c'est plus 50% pour toutes les strates hiérarchiques. Donc aujourd'hui, et ça on le sait depuis longtemps, hein, la réunionite, c'est pas une maladie récente. Donc aujourd'hui, la principale source de surcharge d'informations, ce sont les réunions, ce ne sont pas les mails. Alors, par contre, les outils numériques sont venus amener une couche de plus parce que les visioconférences facilitent grandement l'organisation des réunions. Du coup, ça fait que le nombre de réunions se multiplie, mais le nombre de participants aussi. Et donc, la vision transforme un peu les réunions en bombe à fragmentation hyper efficace qui touche de plus en plus de monde et qui cannibalise de plus en plus les agendas. Donc, on n'a pas ce rapport écrit-oral, qu'il soit en présentiel ou en distanciel, mais les données qu'on a montrent quand même que la réunion est quelque chose qui prend énormément de temps dans les agendas et d'où le danger d'amalgamer infobésité et mail. Les réunions, ça reste le premier problème, mais comme ça fait des décennies qu'on le sait et qu'on le connaît, il y a comme une espèce d'habitude qui s'est instaurée de oui, la réunionite, c'est un problème de mon organisation, on n'arrive pas à s'en sortir, donc autant se focaliser sur les mails qui sont le bon bouc émissaire sur lequel on peut taper parce qu'ils sont plus récents. Donc voilà, il faut bien remettre les choses à leur place et comprendre que le problème, ce n'est pas seulement le mail ou les outils numériques, mais qu'ils viennent aggraver des phénomènes anciens comme la réunionite. Marie, oui. Non, après, bah, c'est pour compléter, pour vous donner quand même des pistes de réflexion au-delà des affaires. Là, je mets ma casquette plutôt Maïloup, mais après, en fait, c'est toujours les données, elles sont là pour éclairer sur le phénomène et comprendre, enfin, en prendre conscience, le mettre sur la table, le regarder de manière factuelle, enfin, tout ce que disaient Arthur et Suzy pour qu'on puisse le regarder de manière voilà, scientifique, un peu dépassionnée. Mais ensuite, on n'aura jamais l'exhaustivité de toute façon de ce qui se passe en fait dans notre qu'est-ce qui vient nous surcharger et surcharger, faire de la surcharge informationnelle. On va pas non plus, même on a parlé des soirées et des week-ends reconnectés, enfin, ça laisse pas de traces numériques si vous pensez au boulot pendant le week-end ou si vous préparez une présentation, et heureusement en fait. Après, l'idée, c'est, même j'ai vu passer aussi, est-ce que vous comptez LinkedIn, etc. Non, on n'a pas accès à tout ça, et franchement, heureusement. Mais l'idée, c'est après d'en parler. Enfin, nous, c'est ça qu'on prône, c'est d'en parler en équipe pour définir justement c'est quoi nos canaux de communication. Comme le disait Arthur, au bout d'un moment, en fait, il y en a tellement. C'est le millefeuille communicationnel dont on peut parler Suzy. Il y en a tellement qu'à un moment, en fait, on n'a pas choisi de les avoir tous, mais ils se sont tous ajoutés les uns aux autres. Ils n'ont jamais remplacé un ancien. Et donc, c'est plutôt de définir nos canaux de communication, de quoi on a besoin, quel canal pour quel usage, comment on se parle sur ces canaux. Enfin, voilà, il y a tout ça qui est plutôt effectivement après de l'accompagnement et qui là permet de balayer plus largement tous les canaux, même ceux qui ne seraient pas mesurés à proprement parler. Alors, il y a une question d'Alix. Alors, Suzy, je vais te renvoyer la balle parce que
je vais parler de mon impression. Y a-t-il un lien entre l'envoi de mail en réunion et le fait que celle-ci soit organisée en format hybride? Alors, moi, j'ai un avis, mais là, c'est vraiment l'avis du petit doigt, c'est-à-dire c'est la perception en tant que formateur, intervenant. Moi, j'ai envie de dire oui, et c'est insupportable. Mais est-ce que, Suzy, il y a des études scientifiques sur le multitâche? Alors non, il n'y a pas d'études scientifiques, donc je vais partir aussi de ce que j'observe et de ce que les gens me disent quand je les interroge sur les situations qu'ils vivent. En fait, aujourd'hui, si vous faites une réunion en présentiel, comme les prises de notes se font sur ordinateur, de toute façon, tout le monde est connecté, même en présentiel. Et entre taper des notes sur ce que l'organisateur est en train de dire ou ce que le brainstorming qu'on fait avec ses collègues et aller checker rapidement ses mails, son chat ou son LinkedIn, on ne voit pas la différence. Okay, donc, voilà, qu'on soit en présentiel ou en distanciel, je pense que le numérique, de toute façon, est là. Le numérique nous happe, mais ce qui nous happe le plus, ce sont les sollicitations qu'on reçoit. Si pendant les temps de réunion, il y avait un blocage de tous les messages envoyés sur toutes les plateformes numériques sur lesquelles on navigue, il y aurait certainement moins cette tentation. Voilà, donc la solution, elle serait peut-être là. Si vous voulez qu'en présentiel, si vous voulez vous assurer qu'en présentiel, personne ne check ses mails ou sa plateforme LinkedIn, interdisez les ordinateurs ou les téléphones. Mais là Ça marche bien. encore, nous, on part du principe qu'il vaut mieux que ça fasse l'objet d'un débat collectif pour que chacun se rende compte, parce que quand on interroge les gens sur mais pourquoi vous envoyez des mails en réunion, la plupart nous disent c'est pour tromper l'ennui. Et je leur demande, mais du coup, comment vous arrivez à suivre à la fois la réunion et les messages que vous envoyez ou que vous lisez? Ils me disent, c'est impossible. Parce que ça m'oblige à vivre dans deux univers cognitifs différents en même temps. Et ça, ce n'est pas possible, tout simplement. Donc, c'est des situations qui sont aussi assez frustrantes pour les gens. Parce qu'il suffit que pendant ce temps-là, la réunion aborde justement un point que vous connaissez, sur lequel vous souhaitez réagir, et là, vous avez perdu le fil et c'est une frustration énorme. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier aussi, Arthur l'a bien rappelé, que si on gère nos mails en réunion, souvent, c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce que dans nos temps d'agenda, il y a de moins en moins de temps de concentration individuelle du fait de l'explosion du nombre de réunions et que dans nos agendas ne sont jamais prévus des temps pour justement traiter ce flux de mails qui lui aussi augmente. Donc à un moment, il n'y a pas le choix. Soit on les traite en réunion, soit on les traite en débordement, c'est-à-dire le soir, le week-end ou en congé. Ou soit on fait les deux quand on est un dirigeant et qu'on reçoit une somme astronomique de messages numériques par jour et par semaine. Donc, on peut toujours interdire l'usage des téléphones portables et des ordinateurs, mais ça ne résoudra pas le problème de l'organisation du travail et de la gestion du temps individuelle et collective liée à la collaboration et aux interactions entre équipes. Merci, Suzy. Alors, après, on va passer à Salima. Juste, je rebondis sur la question de Laurent. Les outils d'IA ne sont-ils pas aussi une excuse à ne pas suivre en réunion? Et donc, je fais du présentiel et je check mes mails. Bah, effectivement, en fait, hein, enfin, vraiment, l'exemple qu'on vous donne tout le temps, c'est que c'est une bonne solution de survie individuelle. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'individu, bah, et on l'a vu là, il y a eu 5 fois dans la réunion des robots qui ont essayé de se connecter pour prendre des notes, vous l'avez vu. Donc en fait, je me sauve en me disant que je vais aller mettre de l'IA dans mes réunions pour prendre des notes partout et avoir toute l'info. Donc individuellement, ça marche. Collectivement, bah, là, nous, ça nous a consommé 5 fois du temps pour arrêter le robot, en fait, décider qu'on n'avait pas envie qu'il y ait une prise de notes. Enfin, finalement, vous voyez, ça a des conséquences collectivement sur la façon de travailler. Donc ça, c'est quand même un sujet intéressant, Laurent, c'est croire, enfin, il y a un peu un sentiment de contrôle. C'est très rassurant d'avoir l'IA pour nous dire qu'on a résolu le problème. Dans les faits, c'est que le début de l'aventure. Ça va apporter un certain nombre de réponses, puis ça va aussi poser un certain nombre de nouvelles questions. Moi, Suzy. Ouais, alors faudrait pas oublier non plus que les retranscriptions et les synthèses de réunions faites par une IA, mais ça ajoute tout simplement de De l'information l'infobésité. à lire et à digérer. Donc ça rajoute de l'infobésité. Par contre, je rebondis sur je fais du présentiel et je check mes mails. Cette phrase, elle est très intéressante. Ça veut dire que physiquement, on est là. On est là à la réunion qu'on n'a pas voulu refuser parce que ça ne se fait pas de refuser une réunion de machin ou de truc-muche. Donc, je fais l'effort d'amener mon corps dans la salle de réunion physique ou virtuelle, mais par contre, mon Pas mon esprit, il cerveau. est ailleurs. Donc, ça veut dire qu'on assiste à des réunions pour faire preuve de son engagement parce que c'est monsieur machin ou madame truc qui l'a organisé, mais en réalité, on n'est pas du tout engagé dans la réunion puisque cognitivement, on n'est pas là.
Voilà, donc ça aussi, la question du présentéisme, qu'elle soit physique ou numérique, qu'elle concerne le travail ou les réunions, c'est un sujet qui doit faire l'objet d'un débat au niveau des équipes. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on mesure l'engagement et l'implication des gens? Ben non, parce que si la personne vient en réunion pour passer 45 minutes à traiter ses mails sur 1 heure de réunion, ben on voit bien qu'elle n'est pas engagée dans la réunion. Elle a perdu son temps et elle n'a pas pu apporter sa valeur ajoutée à la réunion. Peut-être parce qu'elle n'avait pas de valeur ajoutée à apporter à la réunion. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui se discutent pour justement imaginer des formats de réunion, c'est ce que j'ai lu aussi, qui soient un petit peu plus créatifs, un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus participatifs. Merci Anélie. Julie. En parlant de Ouais, vas-y. participation, une dernière question avant de passer la main à Salima. Anélie, vous vouliez Oh, partager quelque chose? oui, en effet, voilà, je vois la problématique tout d'abord au niveau individuel. C'est une gestion de temps. Je ne sais pas si vraiment on peut, voilà, dire à chacun comment on doit gérer notre temps, parce qu'avec l'expérience, on trouve les meilleurs moyens, hein. Chacun s'est arrivé de checker ses mails là, pendant une réunion à laquelle, voilà, on s'est engagé de participer, etc. Après, au niveau collectif, je rebondis sur ce que Marie Gède a dit tout à l'heure. En effet, sur les choix, je trouve des outils qu'on utilise. C'est un choix stratégique pour chaque organisation. Et chaque organisation a l'intérêt, en effet, de faire un audit, entre guillemets, sur les outils et les modes de communication. Il m'arrive encore aujourd'hui qu'on m'invite sur des groupes de travail sur WhatsApp. Et aujourd'hui, moi, je refuse de travailler sur WhatsApp, groupe de travail, parce que je trouve que c'est un outil qui n'est pas du tout professionnel. Et en plus, dans l'ère dans laquelle on vit et quand on a pris conscience de la sécurité informatique et numérique et la souveraineté numérique qu'on doit avoir aujourd'hui, donc des outils qui sont WhatsApp, liés à Facebook, qui sont liés aussi à Microsoft, hein, excusez-moi, mais bon, moi j'ai utilisé longtemps Teams également en corporate, etc. Donc il faut vraiment se poser la question, peut-être il y a un besoin, hein, parce que voilà, l'entreprise a conclu un contrat pour X années, hein, elle ne peut pas se désengager, c'est sûr, mais où vont nos données? Où vont nos informations que nous transmettons via ces outils? Je trouve que ça, c'est le plus important aujourd'hui. Un grand enjeu autour de la sécurité des Mais données, c'est tout à ça, fait. la sécurité de nos données. Ce n'est pas nos données uniquement personnelles, les données de nos entreprises, les informations de nos entreprises qu'on transmet. On sait que c'est crypté et que ces informations sont utilisées depuis des années, hein. Bon, on a pris conscience récemment, il y a quelques années, que c'est les États-Unis, hein, qui alimentent les IA fortement, et voilà, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas faire ces choix stratégiques pour l'entreprise ou de se poser ces questions-là pour l'avenir. Merci beaucoup Anélie pour Merci. ce témoignage. Et en parlant de témoignage, je vous l'avais annoncé dès le départ, vous l'attendez, elle est là avec nous. Salima Djardoubi, Bonjour. oui. Beaucoup de pression. Beaucoup de pression, ça va très bien se passer. Oui. Je te laisse la parole pour nous donner très simplement voilà, ton retour d'expérience à toi en tant que membre de l'OICN. Qu'est-ce que cela t'apporte? Comment tu le vis? On te laisse Ouais. la parole. Alors, ouais. Donc bonjour, Salima Djardoubi. Donc je travaille chez Aéroport de Paris, qui gère les infrastructures aéroportuaires de la région parisienne notamment. Donc le Bourget, Orly et CDG. Je travaille au sein du pôle qualité de vie et conditions de travail. Et en fait, ce qui m'a amené à intégrer l'OICN, alors c'est parti de plusieurs constats, mais surtout d'un constat issu d'une enquête justement qualité de vie et conditions de travail qu'on a menée en 2022, où on a pu analyser les perceptions des collaborateurs. Il y avait un gros sujet sur la charge de travail et dans ce sujet, il y avait des sous-parties sur effectivement les réunionites, la gestion des mails. Voilà. Et suite à ça, on a fait des focus group pour un petit peu creuser de manière qualitative les témoignages, en tout cas les perceptions qu'on a pu recevoir.
Et en effet, il y avait un besoin de clarification des canaux de communication, une surcharge informationnelle, beaucoup trop de temps de passer en réunion, mais je ne vais pas revenir sur ce qu'on dit tout de suite à l'instant, pardon. Arthur, Marie, voilà, Suzy. Voilà, c'est un constat qu'on a pu faire, mais c'est sur des perceptions. Donc nous, on avait besoin d'aller un peu plus loin, d'autant que on avait déjà rédigé une charte de la déconnexion en 2020-2021, donc on avait déjà entrepris quelques actions de ce côté-là, avec des informations assez courantes et mises à jour sur l'intranet, puisqu'on a créé un site intranet dédié. S'ajouter à ça le télétravail et le flex office, donc tout ça multiplié et démultiplié euh, le phénomène. Donc on a eu besoin d'aller un peu plus loin et on a un peu benchmarké, on a regardé un peu ce qui se passait dans le monde, sur l'activité en France, et on est très vite tombé sur ce référentiel de l'OICN. Du coup, on s'est renseigné, on s'est rapproché d'Arthur et de Marie. On a adhéré rapidement. Donc en 2024, on a renouvelé notre abonnement cette année. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Alors ça m'apporte plein de choses. Ça m'apporte beaucoup de retours d'expérience de la part de d'autres clients, d'autres participants, pardon, de l'OICN. Ça nous apporte beaucoup de recul, de hauteur et de solutions potentielles sur des problématiques bien ciblées. Alors nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de travailler sur tout ce qui est pénibilité au travail et bien sûr équilibre vie pro, vie perso. Et donc, ça nous a permis, en ayant tous ces échanges avec tous ces adhérents, d'essayer d'aller un peu plus loin encore, de passer à l'action, si je peux me permettre, et donc de lancer un projet avec Meloop sur la mise en place d'un diagnostic. Voilà, effectivement, c'est bien d'avoir des perceptions des collaborateurs, mais ce qu'on voulait aussi, c'était d'objectiver. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, et de mettre des chiffres sur l'utilisation du numérique au sein de l'entreprise. Et en effet, hein, je rejoins ce que disait Suzy, l'infobésité, c'est pas seulement les mails, c'est vraiment la réunionite, nous, qui ressort le plus, en tout cas. Voilà, et puis il y a un mésusage aussi de Teams. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est sous-utilisé. Donc, on a décidé de lancer un projet au sein de l'entreprise pour voilà, lancer ce diagnostic. Alors, un projet avec une équipe de pilotage qui est hybride, on peut dire ça comme ça, avec la DSI. On a impliqué les représentants du personnel en présentant les projets c'est important d'embarquer tout le monde et qui est porté aussi par le COMEX. Donc, c'est issu d'un plan d'action qui a été validé par le COMEX. Donc, tout ça pour dire que, à l'issue de ce diagnostic, on va pouvoir mettre en œuvre des actions ciblées dans les équipes, intervenir au sein des organisations et voir là où le bas blesse et essayer justement d'apporter des solutions et de faire en sorte que les équipes discutent entre elles, en tout cas les membres des équipes discutent entre eux pour pouvoir améliorer leurs usages et clarifier ces canaux de communication le mieux possible. L'OICN, pour nous, c'est important parce que, je prends pour exemple cette année, il y a eu des ateliers qui ont été mis en œuvre très spécifiques, dédiés, et notamment, moi, j'ai un petit peu participé à celui sur la pénibilité au travail, et on est sorti justement très récemment une grille d'analyse sur le sujet, donc je laisserai certainement Suzy et Marie en parler davantage, qui va nous permettre de manière très très simple de s'auto-diagnostiquer ou de diagnostiquer en tout cas à quel point ça peut être pénible au travail, cette infobésité. Et donc, je vais laisser Marie et Suzy en parler davantage très rapidement. Sinon, oui, c'est très important aussi d'avoir du recul, encore une fois, et de se dire, on n'est pas seul. On n'est pas seul face à ce phénomène. On est très nombreux à partager et on est tous vraiment confrontés à la même problématique. Et tout le monde vient avec ses petites solutions. Et c'est très important, en fait, de se sentir épaulé. Et puis, en plus, on fait ça dans un environnement bienveillant et assez détendu. Donc voilà, je ne sais pas ce que je peux apporter de plus. Pour nous, c'est important en tout cas aujourd'hui d'aller encore plus loin. Et voilà, l'OICN nous a permis d'amorcer une réflexion un peu plus approfondie sur le sujet. Un Merci, grand Suzy, pour le merci. partage, ouais. De rien. Merci Salima. Oui, C'est il y a- Suzy qui va. Tu voulais Ouais, passer alors moi, la moi, parole à Suzy. je vais dispatcher l'information. Salima, il y a une question qui t'a été posée dans Ah le oui. chat pour savoir si la réunionite concernait tous les collaborateurs ou surtout les managers. Et ensuite, j'invite Marie à nous présenter le numérique test.
Oui. Ça concerne tout le monde, enfin tout le monde, cadre, non cadre, et hormis peut-être, effectivement, nous on a des services exploitation très opérationnels qui sont plus sur le terrain et moins en réunion. Donc ça concerne la plupart des fonctions support. Voilà ce que je peux dire. Perrine, qui est ma responsable, est avec nous. Moi, je pense que ça concerne tout le monde, enfin, sauf peut-être effectivement les opérationnels. On en saura plus avec le diagnostic. Voilà, exactement. C'est Quelques exactement ce que mots j'allais sur, dire. Ah, Merci beaucoup. Merci, De merci rien. beaucoup, Salima. Quelques mots sur le numérico-test. Il nous reste quelques minutes ensemble. On va faire ouais, très court. je fais teasing. En fait, donc, comme le disait Delphine en introduction, l'observatoire, c'est vraiment un collectif. Donc, l'année dernière, on a fait une journée, comme tous les ans, on fait une journée où on décide en fait des thématiques, des groupes de travail qui vont être lancés dans l'année pour creuser un sujet, continuer à sensibiliser sur le sujet, faire émerger des choses qui permettent de faire comprendre justement que c'est un sujet sérieux, mais comme le disait Salima, on le fait dans la joie et la bonne humeur. Donc, si vous avez envie de rejoindre l'Observatoire, c'est le moment parce que la journée sera le 26 novembre, donc ce sera le moment aussi de participer à l'élaboration de cette feuille de route. L'année dernière, donc, il y a un groupe de travail qui s'est, enfin, cette année, qui a travaillé sur la pénibilité numérique. Comment, en fait, faire prendre conscience que finalement, cette surcharge informationnelle, elle crée une forme de pénibilité au travail. Et donc là, on va sortir dans les prochains jours le numérico-test. Donc, c'est un petit questionnaire, en fait, que chacun va pouvoir remplir individuellement et puis ensuite en parler avec ses collègues, pouvoir prendre conscience du lien entre voilà, surcharge informationnelle de différentes origines, comme on a pu en parler, et l'impact que ça peut avoir sur son travail, sur sa santé, sur l'efficacité de la collaboration avec ses équipes, etc. Donc, il sera disponible soit à télécharger pour le faire avec, comme ça avec ses équipes, avec ses collègues, ou à le faire en ligne pour un remplissage numérique plus facilité, quoi. Voilà. Donc, restez connectés, enfin, restez connectés pour qu'on vous partage justement quand il va être mis à disposition, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a un message, Arthur, Suzy, Marie, que vous souhaitiez faire passer en conclusion de ce webinaire? Bon, je pense qu'on a fait le tour des indicateurs. Donc, je pense que vous avez vu que cet observatoire, il est ouvert. Donc, le but, c'est qu'aussi il puisse grandir, hein. Donc, voilà, ça, c'est un message fort. On a envie aussi de renouveler et d'augmenter le nombre de partages. J'insisterai parce qu'on a beaucoup parlé dans... On a un nouveau visiteur très mignon. On se croirait dans James Bond un petit peu, avec le chat. Et en fait, oui, la place de la recherche, je voulais juste en parler, c'est vraiment très important et ça fait partie de l'ADN de l'Observatoire. C'est aussi que ce soit un moment dans lequel les académiques puissent se retrouver parce que ce sujet de l'infobésité est assez diffus. Et on voit que c'est à la fois un sujet qui est couvert par les disciplines liées aux risques psychosociaux, à la fois sur la communication organisationnelle, à la fois sur la science de... Enfin, voilà, il y a plein de façons connexes de parler d'infobésité. Et donc, voilà, dans cet observatoire, il y a une place importante à la science et aux chercheurs qui est faite. Et c'est aussi ça ce que je trouve qui fait la valeur des groupes de travail, des ateliers et des échanges. C'est que ça permet aussi d'échanger avec des sachants et qu'on progresse tous, quoi. Nous, on apprend plein de choses dans ces moments-là. Voilà ce que je vais rajouter. Merci beaucoup, Arthur. Il est 10h29. On s'était engagé à vous laisser à 10h30. On vous laisse donc, pour certains, peut-être enchaîner les réunions, pour d'autres, prendre le temps d'un café avec un collègue. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et votre participation. Et on est évidemment là pour vous s'il y a des questions dans le chat. Et sinon, un grand merci à toutes et à tous. Et encore merci, Salima, pour ton témoignage.